Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on est le lundi 30 mars 2026. Pour démarrer, je réfléchissais à un truc assez basique. D'habitude, quand on cherche à poser un diagnostic, c'est super binaire. C'est presque de l'ingénierie, en fait, C'est-à-dire? dans le sens médical du terme. Ouais, voilà. On se casse le bras, on va à l'hôpital, on fait une radio, l'image apparaît et elle montre une ligne blanche super nette. Le médecin pointe l'écran et dit bah c'est là, le radius est fracturé. C'est cassé ou c'est pas cassé. Et d'une certaine manière, c'est hyper rassurant. C'est vrai. Le corps humain permet cette clarté géographique. Une pathologie physique, ça s'isole, on peut l'observer sous un microscope ou sur une imagerie, et le problème a des frontières qui sont bien définies. Exactement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on quitte l'anatomie pure pour entrer dans la psychologie contemporaine? Et surtout quand on essaye d'analyser notre rapport intime, presque viscéral à la technologie. Ah ben là, la machine à rayons X ne fonctionne plus du tout. Ah non, plus du tout. Parce que le dysfonctionnement n'est pas un corps étranger qu'on a en nous, c'est l'outil même qu'on utilise du matin au soir, le truc qu'on prend pour communiquer, travailler, s'informer ou même se rassurer. Et là, le paysage diagnostique devient un brouillard total. Et c'est justement ce brouillard qu'on va essayer de dissiper aujourd'hui. L'environnement numérique dans lequel on baigne, ce n'est plus du tout un simple décor de fond. Mhm. Ce n'est plus un outil utilitaire qu'on peut juste ranger dans un tiroir. C'est carrément devenu une véritable matrice mentale, une infrastructure invisible qui façonne notre identité collective et notre cognition individuelle. C'est fou quand on y pense. Et c'est notre mission pour cette exploration approfondie. On va essayer de comprendre comment ce monde hyper connecté et ces écrans qu'on consulte avec une frénésie presque religieuse, ils sont littéralement en train de recabler la psyché humaine. Tout à fait. Et pour ça, on va s'appuyer sur un corpus de 4 textes cliniques vraiment fascinants. Ils ont été rédigés par un docteur en psychologie, et ces documents, ils agissent comme une véritable autopsie de notre cerveau au XXIe siècle. Et je veux faire une précision hyper importante tout de suite pour tous ceux qui nous écoutent. Il s'agit absolument pas d'un énième procès moralisateur où on va juste dire la technologie c'est mal. Non, vraiment pas. Ce serait beaucoup trop simpliste. Exactement. Les sources qu'on a devant nous, elles dissèquent comment les médias, les algorithmes et les idéologies influencent l'esprit. Et notre analyse va rester purement factuelle, très ancrée dans la mécanique neuropsychologique. Il n'y a aucune prise de position politique ici. On observe les rouages de la machine de l'intérieur sans juger les données qu'elle traite. C'est essentiel de le rappeler. Pour comprendre le comment de cette mutation, il faut vraiment retirer les lunettes de l'idéologie et mettre celles de la clinique. Et avant même de parler des smartphones, il y a un concept de base dans les textes, le concept de l'environnement choisi. Ok, décortiquons ça, parce que c'est la base de tout. Eh bien, historiquement, et ça pendant des millénaires, l'être humain subissait son environnement. Le climat, la géographie, la tribu dans laquelle on essaie, On n'avait pas le choix, quoi. voilà, ça a imposé des contraintes absolus. Mais aujourd'hui, sur le plan informationnel et symbolique, l'individu sélectionne et paramètre lui-même son environnement. En gros, on choisit notre propre climat mental, sauf que ce choix, il a un prix psychologique qui est colossal. Un prix très lourd, oui. Et ça s'explique par la théorie de la cohérence cognitive de Léon Festinger. C'est le fait qu'on déteste avoir tort, c'est ça? C'est plus profond que ça. Fondamentalement, notre cerveau a une aversion viscérale pour la contradiction. Rencontrer une idée qui heurte nos convictions profondes, ça ne lance pas juste un petit débat intellectuel. Ça génère un véritable stress physiologique. Ah ouais, carrément physique. Oui. Et pour éviter ce stress, on va naturellement et inconsciemment filtrer le monde. On sélectionne les infos, les sources et les relations qui confortent nos propres valeurs. On se crée une bulle hermétique, une zone d'éco-résonance. J'adore cette image de l'éco-résonance. C'est un peu comme si on décidait de construire sa propre maison, mais en utilisant uniquement des miroirs pour faire les murs. Au début, c'est le confort absolu. Partout où on regarde, on voit une version de soi-même. On se sent validé, on a l'impression d'avoir toujours raison. C'est très sécurisant au départ. Ouais, mais très vite, le piège se referme. On finit par ne voir que des reflets à l'infini et on perd complètement le contact avec le paysage extérieur, avec l'altérité et la complexité du vrai monde. Et le pire avec cette architecture de miroir, c'est que la nature de ces reflets modifie nos capacités cognitives. Les textes font une distinction cruciale sur le type de contenu qu'on fait entrer dans cette maison.
Par exemple, avec la lecture, c'est ça, avant? Exactement. Si on prend l'acte de lire, les neurosciences montrent que lire de la fiction, un bon roman par exemple, ça développe ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est la capacité à se mettre à la place des autres, en gros. C'est ça, cette capacité empathique vertigineuse qui permet de se projeter dans la conscience d'un autre être humain, de ressentir ses failles. Mais à l'inverse, si on s'expose exclusivement à des lectures purement instrumentales ou à des argumentaires idéologiques, ça provoque une atrophie. Une atrophie du cerveau Une atrophie de la souplesse mentale, oui. La pensée se rigidifie. La nuance disparaît complètement au profit de la certitude absolue. Et le truc effrayant, c'est que cette rigidité ne s'applique pas qu'aux idées abstraites. Ça contamine aussi nos émotions. L'auteur s'appuie sur la théorie de l'apprentissage social d'Albert Bandura. Une théorie fondamentale, oui. Et c'est terrifiant quand on y pense. Souvent, l'imitation sociale, on l'imagine comme un enfant qui reproduit le geste physique d'un adulte. Mais Bandura explique qu'on n'imite pas que des comportements, on imite les émotions avec la même intensité. Exactement. Le système des neurones miroirs entre en jeu. C'est fou, hein? Donc concrètement, si j'ouvre un fil d'actualité et que je vois une communauté qui exprime une indignation sarcastique face à une info, mon cerveau ne fait pas que lire le texte. Il modélise et il adopte directement cette posture cynique. La contagion émotionnelle est immédiate. Si l'environnement que tu as choisi est structurellement anxiogène ou basé sur l'outrance, le cerveau se synchronise sur cette fréquence-là. Ça fait froid dans le dos. Surtout que ce phénomène est très influencé par nos structures sociales de base. Les textes expliquent que les stéréotypes culturels dictent en grande partie les environnements vers lesquels on va graviter naturellement. Ah, tu veux parler des différences de socialisation entre les genres, par exemple? Oui, l'auteur souligne ça. Les femmes, qui sont historiquement socialisées autour de la communication relationnelle et du soin, peuvent être poussées vers des espaces numériques qui valorisent une hyper-expressivité émotionnelle. Je vois le genre de plateforme. Et les hommes, souvent socialisés autour de la performance et de l'action, vont s'enfermer dans des environnements de compétition verbale ou de confrontation directe. Donc ce choix d'environnement, qui nous semble super libre au départ, ne fait qu'amplifier des schémas stéréotypés. Et ça me bloque totalement notre développement individuel. On bâtit notre maison de miroir avec les plans que la société nous a donnés à la naissance. Mais attends, si ce biais de confirmation a toujours existé chez l'humain, pourquoi est-ce que ça prend des proportions aussi apocalyptiques aujourd'hui? Parce qu'on est passé de l'artisanat à l'industrie lourde. C'est-à-dire, ce biais cognitif était limité par le temps et la géographie avant. Mais les plateformes technologiques ont compris ce besoin viscéral de miroir et elles l'ont automatisé à l'échelle mondiale. L'algorithme n'est pas magique, c'est juste l'amplificateur technologique parfait d'un biais psychologique très ancien. Et le but de cette automatisation, c'est de retenir notre attention, puisque c'est la matière première de leur économie. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment ces réseaux nous gardent-ils bloqués dans cette zone de confort? Par la mécanique pure, l'engrenage du scroll. Ouais, le fameux scroll infini, le geste le plus banal de notre époque. On le fait à l'arrêt de bus, au lit, sans même y penser. La gestuelle est simplissime, un coup de pouce. Mais la machinerie psychologique derrière est redoutable. C'est de la psychologie du conditionnement pur, et plus précisément la récompense variable, découverte par B.F. Skinner. Mais une tragédie, une blague, une validation sociale, c'est cette incertitude qui maintient la captivité. L'analogie de la machine à sous de casino est tellement évidente. C'est comme si on avait mis une machine à sous directement dans notre poche. Sauf que la monnaie d'échange, c'est pas une pièce de 2 euros, c'est notre capacité de concentration. Et le coût est exorbitant. Et ce qui m'a vraiment frappé dans les textes concernant la dopamine, c'est qu'on a tout faux sur cette molécule. On pense que c'est l'hormone du plaisir. Mais en fait, pas du tout. On ne scrolle pas pour un plaisir défini. Non, on scrolle pour la possibilité d'un plaisir. C'est ça. C'est l'anticipation qui libère la dopamine. Le pic arrive juste avant que le contenu s'affiche. On devient accro à l'attente elle-même. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact neurologique de cette chasse à l'anticipation. Le clinicien parle d'une fragmentation de la conscience. La capacité d'organiser une pensée longue se désagrège. Il utilise une expression clinique très précise pour ça. Laquelle? Un état de présence saturée et d'absence continue. Présence saturée, absence continue. C'est puissant. Oui, le cerveau tourne à 100% de sa bande passante avec des stimuli. Mais l'individu, en tant que conscience, n'est plus vraiment là. Mais attends, je t'arrête sur ce point précis. L'auteur dit qu'on scrolle frénétiquement pour fuir ce qu'il appelle la peur du repos psychique, une sorte de terreur du silence intérieur. Mais le mot peur, il n'est pas un peu disproportionné?
Comment ça? Est-ce qu'on est vraiment terrifié par le vide ou est-ce que notre cerveau a juste oublié comment s'ennuyer? À force de dégainer cette machine à sous au moindre temps mort, le muscle de l'ennui s'est atrophié, non? Les deux coexistent en fait. Pour comprendre pourquoi l'auteur parle de peur, il faut regarder à quoi sert le silence intérieur. Ce n'est pas juste un espace vide, C'est quoi alors? c'est la salle d'opération de notre régulation émotionnelle. C'est pendant ce repos psychique qu'on digère une dispute avec un collègue, qu'on rationalise une angoisse, qu'on structure nos idées. C'est un travail cognitif très exigeant et parfois très douloureux. Ah, je vois. Donc comme on a le téléphone pour fuir ce travail, Exactement. Les émotions non digérées s'accumulent. Et au bout d'un moment, le silence intérieur devient une vraie menace, un espace rempli de tensions non résolues. Donc on scrolle pour éviter cette désolation intérieure. d'accord, donc on fuit le vide. Mais alors, qu'est-ce que tout ça veut dire sur ce qu'on cherche vraiment? Dans tout ce flux d'images, on cherche quoi fondamentalement? L'auteur est catégorique là-dessus. On cherche le regard social, l'illusion de la communauté. C'est le basculement vers la psychologie sociale. Les réseaux n'offrent pas que du contenu, ils offrent du regard. Et l'estime de soi subit une mutation radicale. Elle devient quantifiable. Avec les likes, les abonnés, les commentaires. Voilà. Au lieu de se construire sur des années d'introspection et de relations complexes, notre valeur s'affiche avec des métriques claires. Et c'est là que Léon Festinger revient avec sa théorie de la comparaison sociale. Et ça agit comme un acide sur notre ego, n'est-ce pas? Parce qu'on voit les vies filtrées et parfaites des autres. Oui. Et le cerveau génère deux types de réactions défensives face à ça. Soit on ressent une profonde envie, un sentiment d'infériorité parce qu'on se compare à mieux que soi, soit on bascule dans le mépris défensif. Le mépris défensif, c'est quand on critique et on dénigre pour essayer de se revaloriser soi-même, hein. C'est tout à fait ça. On écrase l'autre virtuellement pour surévaluer sa propre position. Ça crée des effets sociétaux désastreux, une superficialisation du lien et une polarisation extrême des groupes. J'ai une analogie en tête pour ça. Imagine que la société moderne est une immense pièce bondée. Tout le monde a un mégaphone et hurle à plein poumon pour capter ce regard, pour exister. L'image est bonne. Mais le truc, c'est que chaque personne dans la pièce porte aussi un casque à réduction de bruit. Il y a énormément d'expressions personnelles, d'indignation, mais il n'y a absolument aucune écoute. Et ça crée ce que l'auteur appelle un archipel de solitude connectée. On est hyper connecté techniquement, mais corporellement et émotionnellement, on est isolé comme jamais. Ce qui m'amène à la question la plus radicale posée par les sources. Quand on additionne cette perte de connexion, cette fuite de l'attention et ce scroll infini, sommes-nous sous hypnose collective? Cela soulève une question importante sur la définition même du mot. Dans le langage courant, l'hypnose fait penser au spectacle, au divertissement. Mais l'auteur, en tant que clinicien, utilise la définition stricte et neurobiologique. C'est-à-dire? Ce n'est pas du sommeil, on est d'accord? Non, c'est un état modifié de conscience. Ça se caractérise par deux choses. Une réduction drastique du champ critique et une immersion émotionnelle intense. Mais c'est exactement ce qui se passe quand on est figé devant un écran. Le défilement crée ce qu'il appelle une microdissociation. C'est le terme clinique, oui. On perd la notion du temps. Une heure passe comme 5 minutes. Et on perd même la conscience de son propre corps dans l'espace. On est littéralement aspiré. Et dans cet état de microdissociation, le cerveau est extrêmement poreux à la suggestion. C'est là que la contagion émotionnelle dont on parlait devient une induction hypnotique de masse. Waouh! Donc les émotions virales comme la peur ou la colère agissent comme des pendules d'hypnotiseurs. Exactement. Elle coordonne les esprits et synchronise les réactions de millions de personnes en même temps. Et au niveau neurologique, c'est une vraie perte d'autonomie. Le cortex préfrontal, qui est censé évaluer et nuancer, s'éteint. Et c'est le système limbique qui prend le relais, notre cerveau de survie. Mais si c'est une hypnose, je pose la question. Qui est l'hypnotiseur? Est-ce que ce sont les concepteurs des algorithmes ou est-ce que c'est une transe auto-induite à laquelle on consent tous? C'est une combinaison. Mais l'hypnotiseur principal, ce n'est pas un gourou maléfique, c'est un modèle d'affaires. L'hypnose clinique classique est faite pour guérir, mais cette hypnose socio-technologique est faite pour capter l'attention. Et orienter subtilement nos comportements. L'algorithme se rend compte que l'outrance capte mieux l'attention que la nuance intellectuelle. Voilà. Bon, vu comme ça, le diagnostic est carrément sombre. On est piégé dans une matrice de miroir, accro à la dopamine, isolé socialement et sous hypnose. Franchement, la seule solution, ça semble de balancer nos téléphones dans un lac et d'aller vivre dans une grotte. Ah, mais surtout pas.
Et les sources insistent lourdement là-dessus. Il ne faut pas tomber dans la technophobie. L'hyperconnexion a des aspects positifs majeurs. Oui, c'est vrai, la démocratisation du savoir est sans précédent. Et ça crée aussi une empathie planétaire, on peut se mobiliser pour des causes à l'autre bout du monde. Et une incroyable plasticité mentale. La technologie n'est pas le problème en soi, mais le fait de savoir que cet outil nous épuise, nous rend anxieux, tout en continuant à scroller compulsivement, ça crée un malaise profond. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, le décalage entre ce qu'on sait être bon pour nous et ce qu'on fait réellement. C'est très douloureux à vivre. Mais cette douleur, cette dissonance, c'est le signal du réveil. Et la solution proposée, ce n'est pas de tout rejeter, mais d'instaurer une écologie psychique, une forme de sobriété numérique consciente. Et l'auteur propose 3 leviers pour ça, n'est-ce pas? Oui. Le premier, c'est l'observation consciente. Il faut instaurer un micro-intervalle, c'est-à-dire une seconde de pause avant de réagir à un stimulus. Avant de liker, avant de commenter avec colère, on respire. Mais attends, sur le papier, c'est génial, mais en pratique, c'est ultra dur. Les interfaces sont designées spécifiquement pour supprimer ce micro-intervalle et nous faire réagir à chaud. C'est pour ça que ce premier levier ne marche qu'avec le deuxième, la réappropriation du temps. Pour réussir à faire cette pause d'une seconde, il faut redonner de la valeur à la lenteur en dehors des écrans. Accepter de marcher sans musique, accepter de s'ennuyer dans une file d'attente. Et réapprivoiser le silence intérieur dont on parlait tout à l'heure. Si l'on relie ça à la situation globale, c'est ce qui nous permet de retrouver notre cortex préfrontal. D'ailleurs, qu'est-ce qui retient le plus l'attention dans la manière dont notre rapport au temps s'est désagrégé ces dernières années? Je dirais que c'est l'urgence permanente. On croit que tout doit être traité à la seconde. Et c'est là qu'intervient le troisième levier, la réhumanisation du lien. Privilégier des interactions de qualité, un peu plus lentes, plutôt que des centaines de likes superficiels. C'est tout l'enjeu. Il s'agit d'apprendre une hypnose consciente, habiter lucidement son climat psychique tout en naviguant dans la technologie. Donc, pour synthétiser un peu cette autopsie de notre cerveau moderne, on a vu comment notre besoin de cohérence nous enferme dans des billes filtrantes, on a analysé la machine à sous du scroll qui fragmente notre attention. On a aussi exploré la théâtralisation de la validation sociale qui crée cet archipel de solitude. Et bien sûr, cette fameuse transe hypnotique collective dont on peut heureusement se réveiller grâce à cette écologie psychique. Mais avant de se quitter, je voulais partager une dernière pensée, une idée hyper provocatrice qui prolonge l'analyse des textes. Je vous écoute. On sait que les algorithmes sont des machines d'apprentissage. Ils s'adaptent à nos comportements, puisqu'ils apprennent de nous pour nous garder sous hypnose. Que se passerait-il si une masse critique d'individus adoptait soudainement cette écologie psychique? C'est une excellente question. Est-ce qu'on pourrait paradoxalement forcer l'intelligence artificielle à optimiser ses contenus pour le silence, pour la nuance intellectuelle et la paix intérieure, juste en changeant collectivement la façon dont on accorde notre attention? Ça inverserait totalement le paradigme. La machine serait obligée de s'adapter à la lenteur pour survivre. Imaginez un réseau social entraîné par des esprits apaisés. C'est un concept fascinant à garder en tête. Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie avec nous. C'était un vrai plaisir de décortiquer ces concepts. Prenez soin de votre écologie mentale et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la connaissance.